Donc, je me représente, je suis Isabelle Malherbe, je suis la conseillère formation de la PFRH Centre-Val de Loire. Je vous souhaite vraiment la bienvenue au premier webinaire qui est organisé par la PFRH Centre-Val de Loire. Et nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous proposer pour la première fois ce type de format de formation interministérielle. Et donc, du coup, on vous propose un webinaire sur le thème de la résilience qui se déroulera sur 2 journées, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est comment se préparer à un futur changeant et demain, c'est comment travailler notre mental. Je vous préviens que ces 2 webinaires sont enregistrés et du coup, on sera en mesure de vous proposer très rapidement et prochainement le replay peut-être sur le site internet de la PFRH Centre-Val de Loire. Mais à ce moment-là, nous ne manquerons pas de vous communiquer le lien pour retrouver les vidéos des 2 webinaires. Du coup, j'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe de la PFRH, Emmanuel Verler, que vous avez vu à l'écran, qui assure avec moi aujourd'hui le back-office. Je remercie également Sabine Huss, la directrice, qui participe, qui visionne également le webinaire aujourd'hui, et puis également Alexandra Messon, qui nous a vraiment aidé pour finaliser ces webinaires. D'une partie technique, ça n'a pas toujours été simple, donc ça a vraiment été un travail d'équipe pour vous proposer ces 2 webinaires et je tenais vraiment à saluer l'ensemble de l'équipe. Alors, nous avons décidé de vous proposer une offre de formation pour pouvoir vraiment vous accompagner maintenant dans la reprise qui se profile après une période de vie confinée à la maison qui vraiment est encore impensable il y a vraiment 10 semaines de cela. Durant cette période de confinement, il a fallu vraiment totalement réorganiser nos vies en mode confiné et puis faire face vraiment à cette situation qui s'est révélée inédite pour chacun d'entre nous. Notre quotidien s'en est vraiment trouvé profondément transformé, à la fois tant sur le plan professionnel avec le travail, le télétravail, le travail à distance, qui s'est imposé du jour au lendemain, il faut bien le dire, que sur le plan de nos vies personnelles, avec l'école à la maison, par exemple, pour beaucoup d'entre vous. Donc, tout ce contexte inédit comporte un risque de basculement pour chacun d'entre nous, selon les situations individuelles et puis les tempéraments de chacun, selon notre capacité personnelle à gérer le stress, nos émotions, l'anxiété, voire pour certains d'entre vous, peut-être malheureusement la maladie liée au Covid-19. Donc, il nous a semblé vraiment important, à l'approche de la reprise, de vous accompagner durant cette période pour vivre le plus sereinement possible et créativement la période de fin de confinement et de début du déconfinement pour pouvoir développer une résilience et se préparer à un futur qui sera encore incertain, changeant et vraiment complexe. Donc, c'est vraiment l'objet de nos 2 webinaires aujourd'hui et demain, de voir comment adopter un état d'esprit optimiste. C'est vraiment une notion qui va être au cœur de l'intervention aujourd'hui de Patrick Lodez et comment développer d'autres clés. Et je pense notamment à la question de la confiance en soi, pour se préparer à un futur qui, je l'espère, sera vraiment enthousiasmant. Donc, votre animateur du webinaire d'aujourd'hui et de demain, c'est Patrick Lodez, qui est consultant et qui a créé son propre cabinet en 2016, le cabinet Accord d'Essence. Il anime vraiment de nombreuses formations, des conférences et réalise également des coachings individuels et collectifs. Et c'est quelqu'un qui a travaillé déjà beaucoup pour nous et qui nous a semblé vraiment la personne idoine pour aborder le thème de la résilience aujourd'hui et demain. Mais je vais laisser Patrick se présenter un petit peu brièvement et on pourra rentrer dans le contenu du premier webinaire de la PFRH, faire du confinement une préparation à un futur qui pourrait nous bousculer. Patrick ? Alors, merci Isabelle pour cette belle introduction. Donc effectivement, je m'appelle Patrick Lodez. J'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle dans l'administration, dont j'ai démissionné en 2016, mais je dis toujours pas du tout fâché avec l'administration, mais tout simplement parce que j'avais envie de pouvoir aller plus loin que ce que je pouvais faire à l'époque. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement avec l'administration. Et moi, ma passion, eh bien, c'est d'aider aussi bien les personnes que les équipes d'ailleurs,
à se réinventer d'une certaine façon, pouvoir se créer un futur, une vision enthousiasmante et trouver les ressources à l'intérieur d'elle-même notamment pour pouvoir aller vers ce futur. Donc ça, c'est vraiment ce que j'apprécie tout particulièrement de faire et ça passe par effectivement des formations, par des séminaires, par des conférences et par du coaching individuel et des webinaires aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie, mais il y a encore, au début du confinement, je n'avais jamais fait de webinaire de ma vie. Moi, j'aime beaucoup le présentiel et en fait, j'ai découvert que finalement, j'aimais beaucoup faire des webinaires. Donc voilà déjà une surprise pour moi de cette période de confinement. Alors Patrick, pour faire du confinement une préparation à un futur qui pourrait encore nous bousculer, que faut-il faire selon vous et comment faudrait-il s'y prendre? Alors voilà, pour cette période un petit peu particulière dans laquelle on entre, eh bien, je crois qu'on sent tous qu'on rentre dans un futur qui est complètement incertain. Moi, j'ai démarré ma vie professionnelle à l'Office national des forêts, et ce qui m'avait frappé, jeune ingénieur, c'était de découvrir des personnes qui avaient fait toute leur carrière professionnelle à l'Office national des forêts, parfois même en Lorraine, hein, j'ai démarré en Lorraine, voire dans les Vosges, voire même dans la même ville. Et aujourd'hui, je crois qu'on sent tous que le monde est complètement différent de celui-là, et pourtant, c'est pas si vieux que ça, même si je suis déjà âgé, mais pas tant que ça. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est amené en permanence à changer d'organisme, à changer les actions que l'on conduit, à changer de collègues. Et du coup, le monde a bien changé. Et puis ensuite, je suis allé au ministère de l'Agriculture, à un endroit qui s'appelle le Bureau d'évaluation et prospective. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter toute ma vie professionnelle, mais c'est juste pour montrer combien notre monde a changé. Et au ministère de l'Agriculture, je m'occupais de prospective. Et à l'époque, pour faire la prospective, ce que l'on faisait, c'est qu'on regardait le passé et d'une certaine façon, on prolongeait les tendances. Donc, on avait une capacité à prévoir le futur tout simplement en faisant de la prolongation de tendance. Aujourd'hui, on se rend bien compte que si on fait de la prolongation de tendance, on n'a pas du tout une image fiable du futur. Donc, voilà. Et donc, on peut se demander aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on sait du futur? Et en fait, on ne sait pas grand-chose. Ce que peut-être la certitude que l'on peut avoir sur le futur, c'est que celui-ci sera complètement incertain, peut-être même chaotique, changeant. Et du coup, voilà, il faut tenir compte de ça pour pouvoir se préparer au futur. Et une idée forte à avoir, de mon point de vue, par rapport au futur, eh bien, c'est le fait qu'on va devoir se réinventer en permanence. Alors, si vous voulez, par exemple, lire un auteur qui parle bien de cette idée-là, hein, pour certains, c'est l'un des plus grands intellectuels du moment. Moi, ça me semble un peu excessif d'aborder les choses ainsi. En tout cas, on ne peut pas nier que c'est quelqu'un qui a une vision extrêmement éclairante. C'est Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari qui a écrit Sapiens, qui a écrit Homo Deus, et puis qui a écrit par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, 21 leçons pour le 21e siècle. Et dans ce livre extrêmement intéressant, assez noir quand même, hein, d'une certaine façon, mais je crois que la lucidité, c'est peut-être la première étape pour se préparer au futur, eh bien, il développe beaucoup d'idées, mais notamment cette idée qu'on va devoir en permanence, les uns les autres, apprendre et devoir se réinventer. Et il dit quelque chose qui est assez brutal au sens où c'est une prise de conscience qui n'est pas très agréable. Mais il dit, si on ne le fait pas, on risque d'alimenter ce que lui, il appelle, pardonnez-moi, ce que lui, il appelle la classe des inutiles. Donc, c'est un mot extrêmement brutal, hein, je le conçois. Et en même temps, c'est un facteur de lucidité. Donc, lui, son idée, c'est d'alimenter ce qu'il appelle, encore une fois, la classe des inutiles. On parlait il y a quelques années beaucoup d'employabilité ou de non-employabilité. Eh bien, lui, d'une certaine façon, va encore un petit peu plus loin avec ce terme de classe des inutiles. Et donc, même si c'est choquant pour nous tous hein, d'entendre ce mot, ça me semble quelque chose de salutaire parce que ça nous amène à ne pas faire la politique de l'autruche et d'observer la réalité telle qu'elle est.
Alors, ça veut dire quoi se réinventer et surtout comment peut-on se réinventer? Alors, se réinventer, c'est pas simplement déménager, c'est pas simplement changer de poste. Les spécialistes du changement parlent de changement 1 et de changement 2. Le changement 1, c'est quand on accélère, le changement 2, c'est quand on change de vitesse. Eh bien, finalement, se réinventer, c'est ça, c'est vraiment changer de vitesse, pas simplement accélérer ou décélérer, mais c'est vraiment passer à autre chose, faire un saut qualitatif qui nous permet eh bien, de voir les choses différemment, de faire les choses différemment ou de faire autre chose. Et donc, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus engageant, impliquant qu'un simple déménagement, par exemple, ou changement de poste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut, si on est dans cette logique de nous dire, eh bien oui, on va avoir besoin de nous réinventer dans le futur. Une première façon, je crois, de… Alors, d'abord, je voudrais peut-être insister sur un point, c'est que la réinvention nécessite de prendre le temps de la réflexion. C'est-à-dire que si on est tout le temps en action, eh bien, c'est très compliqué de se réinventer. Boris Cyrulnik a été interviewé là, tout récemment pour le Courrier des cadres et cette interview était vraiment intéressante. Et il disait il va falloir quitter le monde de la vitesse et de la performance. Eh bien voilà, je crois que si on est tout le temps dans la vitesse, si on est tout le temps dans l'action, déjà c'est compliqué de nous réinventer parce que on n'a pas de recul. On n'a pas de temps pour la réflexion. Donc, déjà, une première piste extrêmement essentielle pour pouvoir nous réinventer, c'est de temps en temps de faire des pauses. Et le confinement, ben, c'est une opportunité en la matière pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce que l'on fait et pour pouvoir effectivement prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour nous, là où on a envie d'aller, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et ensuite, si on va un petit peu plus loin, eh bien, pour nous réinventer, une première piste extrêmement importante et intéressante de mon point de vue, c'est de changer nos regards, c'est de changer nos croyances, c'est de changer nos convictions. Dès qu'on change nos croyances, dès qu'on change nos regards, eh bien, automatiquement, on change de comportement et notre réalité change. Donc ça, c'est une première piste, c'est d'apprendre à regarder les choses différemment, de sortir de certaines croyances pour aller vers d'autres croyances. Je donne un exemple concret. Il y a quelques années, j'ai accompagné une personne qui voulait devenir manager. Il ne l'était pas. Donc, quelque part, devenir manager, c'est une réinvention. Et sa hiérarchie lui disait, ben, écoute, pas de problème, on fera ce qu'on pourra pour t'aider à devenir manager. Et en fait, rien ne se passait. Et en fait, en coaching, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui était issu d'une famille ouvrière et son père était ouvrier, sa fratrie était essentiellement de culture ouvrière. Et pour cette famille-là, eh bien, être manager, quelque part, ça signifiait faire travailler les autres à sa place. Et du coup, d'une certaine façon, à la fois, il avait envie de devenir manager, mais pour lui, il y avait une espèce de trahison par rapport à la culture de sa famille, ce qui fait que quand il demandait d'être manager, eh bien avec ces croyances-là, son message n'était pas fort parce que les gens sentaient que ce n'était pas assumé. Les gens sentaient, notamment sa hiérarchie, qu'il y avait une contradiction. Et en fait, voilà, c'est en travaillant sur cette croyance-là, en lui faisant comprendre qu'un manager, c'est aussi quelqu'un qui peut se mettre au service de son équipe, qui peut faciliter le travail, que du coup, il a été aligné d'une certaine façon. Et là, évidemment, la demande changeait complètement de force, de puissance. Et en changeant ses croyances, eh bien, c'était possible pour lui de devenir manager. Deuxième exemple, justement pour les managers, et on est là encore dans la réinvention, il y a des gens qui pensent que l'être humain est par nature paresseux, que l'être humain n'aime pas travailler. Et du coup, quand on a cette conception-là, automatiquement, on considère qu'il faut être sur le dos de ses collaborateurs, qu'il faut les surveiller, qu'il faut leur donner du travail, qu'il faut être dans la logique commande-contrôle, comme disent les théoriciens du management. Et donc, automatiquement, on sent bien qu'avec ce type de croyance, on va se déployer dans un management pyramidal, hiérarchique.
Et du coup, si on veut changer notre mode de management, il ne suffit pas d'un jour aller en formation et qu'on nous présente de nouvelles techniques managériales. Il faut que ce soit un petit peu plus profond que ça et questionner nos croyances pour nous rendre compte que peut-être une autre croyance, ça peut être que l'être humain, si on le met dans un environnement idéal, propice, eh bien, ne demande que ça, que de s'engager. En tout cas, il y a des gens qui ont ces croyances-là et du coup, ils sont sur des modes de management complètement différents. Donc voilà une première piste pour nous réinventer, c'est de questionner nos certitudes, c'est de questionner nos croyances et parfois nos problèmes, nos difficultés à interagir viennent de nos croyances. Deuxième façon de nous réinventer, c'est le comment. Comment nous agissons, comment nous interagissons, comment nous communiquons. Une question qui m'a toujours hanté, c'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à des résultats surprenants, incroyables, parfois exceptionnels, dans le bien-être et dans la bienveillance vis-à-vis des autres. Et ça a toujours été une question qui m'a beaucoup intéressé. Et alors, du coup, je suis allé à la rencontre de certaines personnes qui avaient des résultats très forts et je me suis dit, c'est ça la meilleure façon que de comprendre comment elles s'y prennent, c'est de leur demander. Et alors là, ceux qui aiment les procédures, peut-être vont être un petit peu déçus de ma réponse, mais je crois que c'est vraiment une réalité. Donc, je suis par exemple allé voir quelqu'un qui était, à mes yeux, vraiment un représentant assez étonnant des gens charismatiques, parce que je devais préparer un séminaire sur le charisme. Et voilà, j'avais prévu de parler d'un certain nombre de personnes, mais je crois que ce n'est pas suffisant quand on fait un séminaire sur le charisme que de décrire des gens comme Nelson Mandela, comme Barack Obama, comme Martin Luther King. Évidemment que ce sont des gens qui ont du charisme. Mais du coup, on risque, malgré soit de véhiculer l'idée que c'est réservé à un petit nombre de personnes. Du coup, je voulais aller prendre l'exemple de quelqu'un qui était plus proche de nos contenus. Je suis allé voir un responsable de communication dans un parc national qui, à mes yeux, avait vraiment un charisme incroyable et pas uniquement à mes yeux. Et donc, je lui demande comment tu peux expliquer ton charisme. Et là, il m'a expliqué tout un ensemble de choses. Il m'a expliqué, par exemple, il m'a parlé de sa voix. Il m'a dit, moi, même au téléphone, souvent, les gens me disent, écoutez, c'est vraiment agréable d'échanger avec vous. Puis en plus, vous avez une voix vraiment agréable. Et c'est vrai que tous les travaux sur la communication, sur le charisme montrent qu'effectivement, la voix est une part du charisme d'une personne. Puis, il m'a parlé de sa créativité, il m'a parlé de sa façon de structurer ses idées, du storytelling aussi. Évidemment que tout cela est important. Et la première chose qu'il m'a dite, et qui me semblait la chose la plus importante, il m'a dit, moi Patrick, je crois qu'avant tout, si j'ai du charisme, c'est parce que j'aime les gens. J'aime communiquer avec les gens. Et ce qui fait que les gens le sentent et que ça crée une énergie particulière pour la durée de l'échange. Voilà un exemple. Deuxième exemple, je suis allé voir une enseignante. Et une enseignante dans les quartiers difficiles de Nice. Et voilà, ce qui m'épatait chez cette personne, c'est qu'elle n'avait aucun problème d'autorité avec ses étudiants au collège. Et donc, pareil, je lui pose la question, mais comment ça se fait dans un contexte qui n'est pas si facile que ça, que vous n'ayez pas le problème que beaucoup d'autres? Et elle m'a dit, moi, c'est très simple, je crois que si je n'ai pas ces problèmes-là, avant tout, c'est parce que j'aime mes élèves. Ah bon, ok. Et donc, troisième exemple, un dirigeant qui est certainement le dirigeant du service public qui m'a le plus impressionné. Alors, il est décédé aujourd'hui. Je peux citer son nom parce que c'est vraiment pour dire du bien. À la fin, il était directeur du Conservatoire du Littoral. Il s'appelle Emmanuel Lopez. Je l'ai vu 2 fois. Et tout de suite, il se passe quelque chose avec cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que j'ai vu des dizaines de fois, alors qu'en fait, j'ai vu 2 fois dans ma vie. Et je suis allé, à un moment donné, travailler dans un endroit où il avait été directeur. Et là, j'ai été surpris de voir combien il avait marqué les esprits. Et alors, pareil, j'ai discuté avec les personnes pour savoir comment ils expliquaient ça. Et en fait, des tas de personnes me disaient, lui, fondamentalement, ce qui fait que ça fonctionnait si bien avec lui, c'est qu'il aimait ses collaborateurs, il aimait
les partenaires. Il aimait ce qu'il faisait. Et aussi, il avait une vision. Hein, c'était les deux choses qui étaient mises en avant. Et voilà, et du coup, je crois vraiment que quand on veut atteindre des niveaux de performance, d'efficacité qui sortent de la norme, qui sortent de l'ordinaire, eh bien, ce qui est très important, c'est d'apprendre à aimer ce que l'on fait, c'est d'apprendre à aimer les gens avec lesquels on le fait. Et là, on est dans une énergie qui crée des choses extrêmement positives. Donc, se réinventer, deuxième piste, eh bien, c'est d'apprendre à aimer ce que l'on fait, c'est d'apprendre à aimer nos collègues, nos responsables hiérarchiques, nos partenaires, les usagers. Et du coup, on est dans une énergie qui favorise, qui alimente des résultats exceptionnels. Alors, ça peut sembler un petit peu bisounours, mais encore avant-hier, je suis tombé sur un livre assez intéressant de quelqu'un avec une personne qui vendait des piscines, quelqu'un qui était multimillionnaire, et du coup, ce Christophe Alvarez se demandait quel était son secret, et l'autre lui a répondu, eh bien, moi, j'aime mes clients, j'aime les piscines que je vends, et je crois que les gens le sentent et que ça fait la différence. Et puis, troisième chose, et puis après, je m'arrête là pour qu'on respecte bien le timing. Eh bien, troisième façon de nous réinventer, c'est de changer cette fois-ci le quoi, c'est-à-dire ce que nous faisons. Et donc là aussi, je crois que c'est important pour la réinvention de chercher c'est quoi nos aspirations profondes, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie professionnelle, et j'ai même envie de dire notre vie tout court, et d'être capable du coup, pour nous réinventer, eh bien d'aller vers quelque chose qui a beaucoup de sens pour nous. Alors, ça va peut-être vous effrayer, mais je crois profondément qu'une réinvention, quand vraiment on change presque du tout au tout ce que l'on fait, ça prend à peu près 10 ans. Enfin, vraiment, moi, c'est ce que j'ai observé dans ma propre vie, c'est ce que j'ai observé pour des gens que j'ai accompagnés. Je suis tombé sur un podcast tout récemment de Yannick Noah qui expliquait que pour passer de joueur de tennis à chanteur, ça lui a pris 10 ans. Et d'ailleurs, beaucoup de travail. Et par contre, heureusement, on n'attend pas 10 ans pour avoir les premiers résultats. Mais voilà, donc ça, je crois que c'est aussi très important de se dire une autre façon de nous réinventer, la troisième, c'est de changer ce que l'on fait, parce que plus on se rapproche de nos aspirations profondes, plus on va vers sa zone d'excellence. Et quand on est dans sa zone d'excellence, les choses semblent beaucoup plus faciles. Et ça, je crois que c'est très important. J'aurais des centaines de choses à dire, mais je m'arrête là parce que sinon Isabelle va m'en vouloir, elle aura raison en me disant on ne va pas réussir à gérer le timing. Alors effectivement, la durée du webinaire, un petit peu, on a essayé de vous proposer une durée optimale d'1 heure et quart. On a essayé de timer effectivement l'intervention de Patrick. Vous avez vraiment la possibilité de poser des questions via le chat et Patrick peut y répondre par rapport à la séquence que nous venons de voir, où il nous a montré que pour se réinventer, il faut pouvoir changer de vitesse, passer à autre chose et puis changer de regard, changer nos croyances et puis vraiment d'aimer ce que l'on fait pour se trouver avec une énergie un petit peu positive et puis de détecter un petit peu nos aspirations profondes. Donc, c'est effectivement des pistes qui sont très intéressantes. Et si vous avez envie de poser des questions pour aller un peu plus loin, pour lui demander comment faire, c'est le moment de les poser avant de pouvoir entamer la deuxième séquence. Donc, n'hésitez pas à travers le fil de discussion de poser les questions, de réagir pour pouvoir poser des questions. Ne soyez surtout pas timide. Il y a 42 personnes qui peuvent poser des questions. Enfin, un petit peu moins parce que je pense que Isabelle et moi sommes comptés dans une quarantaine de personnes en tout cas. Donc, n'hésitez pas, c'est votre manière d'intervenir au sein du webinaire. Vous ne pouvez pas le faire directement en intervenant et poser votre question avec votre voix puis avec la vision, mais avec le chat, vous pouvez vraiment vous poser votre question, réagir, donc n'hésitez pas. Je regarde s'il y a quelques questions qui sont arrivées. Souvent, la première partie, c'est celle qui, voilà, les gens n'hésitent pas, ne sont pas encore habitués et tout.
voilà. Alors, il y a des Alors là, réactions, c'est plus puisque une vous avez abordé réaction. effectivement le charisme, et un des participants dit que vous aviez, il se pose des questions par rapport au charisme. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez définir un petit peu le charisme? Ah, alors ça, c'est, je n'avais pas prévu de parler du charisme. Donc, j'ai déjà dit un certain nombre de choses. Je crois que, bah, tiens, on a commencé à parler des croyants. Je pense que le charisme, je suis intimement persuadé qu'on en a tous au fond de nous-mêmes. Bien sûr qu'il y a des différences. On ne va pas se mentir, on ne va pas le nier. Il y a des différences d'une personne à l'autre par rapport au charisme. Et je dirais, une piste intéressante pour développer son charisme, c'est d'enlever ce qui nous empêche d'exprimer notre charisme naturel. Et donc là encore, on retombe sur les croyances. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne se sentent pas légitimes à s'exprimer pour des tas de raisons. J'ai été élevé enfant dans une famille où on disait les enfants ne parlent pas à table. Et je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes dans l'assistance qui ont dû aussi être élevées comme ça. Et d'une certaine façon, on ne voulait pas entendre les gens s'exprimer. Eh bien voilà, si on vit avec cette idée-là, on a du mal à avoir du charisme parce que on considère qu'on n'est pas légitime pour nous exprimer. Et souvent, ce qui nous permet de vraiment progresser dans notre charisme, eh bien, encore une fois, j'essaye de faire des liens avec ce qu'on a vu juste avant. Hein. Ce qui nous permet de progresser dans notre charisme, c'est quand on a justement réussi à connecter nos aspirations profondes, notre mission de vie, le terme est fort, notre vocation, parce que du coup, ces choses-là sont tellement importantes qu'on a envie de les partager, qu'on a envie de les communiquer, et du coup, le désir de nous exprimer, le désir de parler est plus fort que la peur de s'exprimer, de ne pas être à la hauteur, de s'y prendre mal. Donc ça, c'est quelque chose qui nous aide pour développer notre charisme. Eh bien, c'est de contacter ce qu'on a vraiment en nous, ce qu'on a vraiment envie de partager, parce que, encore une fois, on accède à un niveau de désir tel que ce désir est plus fort que la peur. Et après, il y a évidemment des techniques d'expression qui favorisent le charisme. Et parmi les techniques d'expression, eh bien, il y a tout ce qui tourne autour du voyage du héros. Hein, mais ça, je ne veux pas trop en parler là parce que ça nous amènerait un petit peu trop loin. Alors, j'ai une autre question, Patrick, qui est arrivée. C'est comment faire taire les messages contraignants pour justement développer notre charisme? Je rigole parce que je ne m'attendais pas encore une fois à ce qu'on aborde ce thème du charisme, hein, mais il n'y a aucun problème. Alors, là aussi, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est quelque chose qui… Alors, je vois pas, c'est Anne le prénom? Ou il manque… bon, Je je ne sais pas vérifie, quel est c'est peut-être… le prénom. C'est peut-être le début du alors, prénom. je regarde. Mais C'est Estelle qui a posé la question. Estelle. Donc Estelle, oui, message contraignant. Donc là aussi, c'est un sujet extrêmement vaste, hein, et extrêmement important parce que ces messages contraignants nous empêchent de développer notre charisme, mais nous empêchent aussi de faire des tas de choses, peut-être même d'envisager faire des choses dans notre vie qui ont vraiment du sens. Donc pour les diminuer, eh bien, c'est tout le travail sur la confiance en soi, par exemple, qui est quelque chose d'extrêmement important. Et si on avait une seule idée forte pour faire taire ces messages contraignants, eh bien, là aussi, c'est d'apprendre à s'aimer nous-mêmes. Parce que quand on commence à s'aimer, eh bien, on fait taire ces messages contraignants. Par exemple, une personne, et typiquement la personne qui avait du charisme dont je vous ai parlé, eh bien, c'est quelqu'un qui s'aimait, et du coup, qui s'aime, il n'est pas mort, hein, lui, mais qui du coup, d'une certaine façon, est indifférente à ce que les autres peuvent penser de ce qu'il dit. Et du coup, ça libère de ces contraintes. Et puis, autre chose,
taire nos messages contraignants et pour continuer de répondre à Estelle, eh bien, voilà, moi, je suis coach avec une technique qui s'appelle le coaching sign. Et du coup, à un moment donné, il faut convaincre notre subconscient que nous avons absolument toutes les compétences pour exprimer le meilleur de nous-mêmes. Et ça se fait, je suis rapide, mais ça se fait en nous imaginant, en nous projetant dans un futur où on est capable de sortir de nos messages contraignants et à ressentir à l'intérieur de nous-mêmes ce que l'on ressentira quand on aura été capable de dépasser nos messages contraignants. Et la répétition de cet exercice, mais on verra bientôt un exercice qui est très proche de cela ce matin, eh bien, nous aide justement à progressivement écrouler nos messages contraignants. Merci. Je vois, il y a encore quelques questions qui sont arrivées, mais je pense qu'il faut quand même passer à la séquence suivante. Donc, on a vu que effectivement, pour se préparer à un futur enthousiasmant, il faut pouvoir se réinventer. Mais Patrick, comment faire pour accroître notre résilience et justement nous préparer ce futur? Alors, effectivement, la résilience, ça va être certainement une des compétences les plus utiles dans les années qui viennent, puisque la résilience, c'est ce qui nous permet d'être à l'aise dans un environnement instable. J'utilise ce terme parce que je vais voir si je peux un petit peu répondre en même temps à la question de je ne sais pas qui dit que l'être humain est en besoin perpétuel de sécurité dans un environnement instable et complexe va forcément renforcer nos peurs, voire même provoquer beaucoup de colère. Comment je peux gérer ces deux émotions? Je vais essayer de donner un petit peu quelques éléments en faisant ma réponse. Ah, je ne sais pas qui, je ne vois pas là non plus le prénom. Donc, si elle m'indique le prénom, ça me fait un petit peu. Je vais tenter de regarder. E-class. Et donc, voilà, tout à fait. Merci. Donc voilà, alors la résilience déjà, c'est un mot qu'on voit beaucoup apparaître aujourd'hui, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Au départ, c'était un terme de la physique des matériaux qui décrit la capacité d'un métal à faire face à un choc brutal. Et par analogie, extension, eh bien, la résilience d'un être humain, d'un collectif, d'un territoire, d'une entreprise, eh bien, c'est sa capacité à faire face à des événements imprévus, parfois même déstabilisants, et voire même non seulement y faire face, mais en tirer une opportunité pour en sortir plus grand, pour en sortir avec plus de compétences. Donc, voilà ce qu'est la résilience. Alors, comment on peut faire cela pour réussir à faire face, mais à la période actuelle, par exemple, qui nous challenge dans notre résilience. La première chose qui, je crois, est importante et qui, du coup, par rapport à E-class, permet de diminuer la colère, par exemple, eh bien, c'est de trouver un sens à ce que l'on vit. Tant qu'on ne trouve pas un sens à ce que l'on vit, on risque très vite de se figer dans une émotion comme la colère. Donc ça, c'est très important d'apprendre à chercher de trouver un sens qu'on doit construire nous-mêmes. Ce n'est pas un sens qui va nous venir de l'extérieur, un sens qu'on doit chercher nous-mêmes par rapport à ce que l'on peut vivre. Par exemple, alors je vais prendre un exemple extrême, hein, mais après je prendrai un deuxième exemple dans un autre registre. J'aime beaucoup le psychiatre autrichien qui s'appelle Viktor Frankl, qui a connu l'horreur des camps de concentration. Eh bien, il a été capable de survivre alors là, vous imaginez le niveau de confinement par rapport à ce que l'on vit. Hein. Il rigolerait, lui, par rapport à ce que nous vivons. Mais, eh bien, il a réussi à trouver un sens. Et le sens qu'il a trouvé dans les camps de concentration, c'était de réfléchir à l'œuvre dont il était porteur. Et il a même commencé à écrire un de ses ouvrages en écrivant des petits morceaux sur des morceaux de papier, pardon, sur des tout petits morceaux de papier, ben voilà, des éléments de ce qui allait devenir un de ses ouvrages majeurs. Plus près de nous, dans un registre totalement différent, mais du coup, je crois que ça permet de montrer que la résilience, elle se joue sur un éventail très, très large. Eh bien, en 99, Richard Gasquet a affronté Rafael Nadal. Et Rafael Nadal a perdu, c'était le tournoi des petits as, hein, que ça s'appelle, contre Richard Gasquet. Et en fait, ce qui est très intéressant,
c'est que Nadal a cherché un sens à sa défaite et en particulier, il a cherché ce qu'il pouvait apprendre de sa défaite. Et du coup, le véritable vainqueur, d'ailleurs, ça a été lui. Parce qu'ensuite, toutes les matchs entre Nadal et Gasquet, c'est Nadal qui systématiquement les a remportés. Et en fait, c'est parce que plutôt que de se laisser abattre, et en se disant j'y arriverai jamais, je serai jamais un joueur de la trempe de Gasquet, eh bien, il a cherché à en tirer profit, à apprendre de cet événement pour développer la qualité de son jeu. Et en fait, c'est ça qu'on est invité à faire avec des événements difficiles, quels qu'ils soient. C'est de trouver un sens qui évite qu'on bascule dans de la colère, dans de la peur, dans des émotions négatives, mais au contraire de nous dépasser et d'en faire une opportunité pour apprendre. Donc ça, c'est une première piste, c'est de trouver un sens à ce que l'on vit. La deuxième chose qui est importante par rapport à cette notion de résilience, eh bien, c'est de créer des bases de sécurité. C'est Georges Kohlreiser qui utilise ce terme de base de sécurité. Donc l'idée, vous voyez, c'est que quand on vit quelque chose de compliqué, qu'on ne soit pas démuni parce qu'on a de la sécurité à l'intérieur de nous-mêmes. Et là aussi, ça me permet de répondre à la question d'Iclas, parce que créer de la sécurité, c'est éviter de basculer dans la peur. Alors, c'est quoi la sécurité? Eh bien, par exemple, c'est de développer sans cesse nos sens. Plus on développe, qui est très concret, matériel, mais qu'il ne faut pas mépriser ni négliger, c'est la résilience économique, c'est-à-dire de faire attention, d'avoir suffisamment d'aisance matérielle, j'ai envie de dire, et de réserve matérielle pour que les difficultés qui peuvent aussi se nouer au niveau matériel, eh bien, ne nous rendent pas les choses trop compliquées. Donc, ça, c'est une deuxième piste. Troisième piste, c'est notre état d'esprit. Alors moi, ma conviction, c'est que peut-être notre trésor le plus important, c'est notre état d'esprit, c'est notre optimisme. Donc si on est capable de développer notre optimisme, et ça aussi, ça s'apprend à développer notre optimisme, eh bien, on a une arme extrêmement précieuse pour faire face à des situations difficiles. Donc tout ce qu'on peut engager pour développer notre optimisme eh bien, est vraiment essentiel. Du coup, là, je vous donne une première piste et puis après, on va faire une expérimentation avec un outil qui sera une deuxième piste. Mais une première piste pour développer son optimisme, c'est la qualité de nos questions. En fait, je crois que c'est important de comprendre que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos questions. Et si on se pose des questions qui ne sont pas utiles, ça nous tire vers le bas. Si on se pose des questions du type « mais pourquoi ça tombe toujours sur moi » ou « qu'est-ce qui va encore m'arriver » ou « pourquoi il se comporte comme ça vis-à-vis de moi », ce n'est pas des questions de qualité. C'est des questions qui nous tirent vers le bas. Et là, l'idée, au contraire, eh bien, c'est de nous poser des questions qui nous amènent à évoluer, qui nous amènent à chercher qui sont orientés vers la recherche de solutions. Alors, si j'en avais qu'une à vous proposer comme question de qualité, mais c'est vraiment une question que je vous encourage à noter, à avoir tout le temps pour vraiment vous aider. Dès que vous sentez que votre état commence à chuter ou que vous sentez que vos pensées commencent à tourner dans votre tête en négatif, eh bien, n'attendez pas que vous soyez pollué à l'intérieur de vous-même par des pensées sombres ou qui tournent en boucle et qui génèrent de la peur. Tout de suite, interrompez cette séquence en vous posant donc cette question qui est « c'est quoi le cadeau caché ?» Quel est le cadeau caché de cette situation? Et attention à ne pas trop vite se dire ben « non, mais là, je ne peux pas trouver un cadeau caché, il y a que du négatif » parce que là, du coup, l'exercice ne va pas porter ses fruits. Non, prenez vraiment le temps de vous dire c'est quoi le cadeau caché. Et donc, pour toujours continuer en même temps ma réponse à la question d'Isabelle et la réponse à Iclas, pour enlever les peurs et les colères, eh bien, prenons l'habitude, par exemple avec une période comme le confinement, pour ceux qui ont été vraiment déstabilisés, eh bien, le plus tôt possible de chercher avantage, 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 avantage et les noter de cette période du confinement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'auto-convainc, parce que c'est utile pour nous,
que il y a énormément d'avantages. Et donc, cette question, quel est le cadeau caché, je crois, est vraiment utile. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Vous pouvez vous poser des questions du style comment je peux transformer cette difficulté en une opportunité? Comment je peux utiliser cette difficulté comme un levier de progression, d'évolution, d'apprentissage? Mais vous voyez qu'elles tournent toutes finalement ces questions autour de cette idée, le cadeau caché. Parce qu'en fait, chaque situation est à la fois positive et négative. Et l'idée, c'est de ne pas uniquement nous projeter sur le versant négatif. Voilà, un cadeau caché. N'hésitez pas à mettre vos prénoms, parce que moi, je ne les ai pas, parce que ça me permet de plus facilement d'interagir avec vous en réagissant. Mais voilà, la nature, Estelle nous dit, la nature dit merci au Covid-19 et on voit les dauphins apparaître, réapparaître au large de Marseille, à Venise, par exemple, ou d'autres choses, ou l'air plus respirable à Paris, effectivement. Donc voilà, donc ça c'est une troisième option, c'est de développer vraiment notre état intérieur et notre état d'esprit. Quatrième option pour développer notre résilience, eh bien, c'est notre hygiène de vie. Vous comprenez bien que si on est fatigué parce qu'on ne dort pas assez, c'est très difficile de faire face à quelque chose de difficile. Donc, soyons attentifs à notre hygiène de vie, notre sommeil, le temps de travail, l'alimentation, le fait de boire. Isabelle disait qu'elle boit régulièrement un verre d'eau, ben elle a bien raison, mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes et ces petites choses-là changent tout. Parce que si notre corps est trop malmené par notre hygiène de vie, eh bien on aura du mal à faire face. Et puis dernière chose, et ce sera mon dernier point pour cette question, eh bien, ce qui peut nous aider à faire face à des situations challengeantes, c'est de veiller à être aligné sur nos désirs profonds. Plus on se rapproche dans notre vie de ce qui est essentiel pour nous, eh bien, plus on aura cette capacité à faire face aux difficultés parce qu'on sera au bon endroit, on aura les compétences nécessaires et utiles pour faire face aux difficultés. Donc ça, je crois que c'est aussi un point extrêmement important, un véritable investissement, que de chercher à toujours se rapprocher de nos aspirations profondes pour pouvoir être beaucoup plus résilient face aux difficultés. Et je rends l'antenne. Alors, effectivement, vous nous avez abordé, Patrick, les différents moyens qui permettaient d'accroître notre résilience. Donc, moi, j'ai noté trouver du sens, se créer des conditions sécuritaires pour soi, s'assurer quand même une résilience économique, avoir des réserves matérielles, développer notre optimisme, développer et accroître notre hygiène de vie, et puis également veiller à être aligné à nos aspirations profondes. Donc ça, c'est les moyens que pour développer notre résilience. Avant de passer, parce que vous nous avez dit que nous allions faire une expérimentation, donc avant de passer à cette expérimentation, je vais regarder s'il y a quelques questions et puis vous pourrez répondre à ces questions. Donc n'hésitez pas à les poser en lettres majuscules et je vous rappelle toujours, si jamais nous venons à être interrompus au cours de webinaire, il suffit juste de recliquer sur le lien avec lequel vous vous êtes connecté ce matin pour nous rejoindre, pour se retrouver. Et du coup, si jamais on a une coupure, on fera 5 minutes de pause. Donc, je regarde quelques questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées, donc je vais les prendre. Il y a Estelle qui dit, est-ce que vous pensez également à la méditation comme moyen pour pouvoir accroître notre résilience? Ah ben, complètement. Hein. Je crois que la méditation pourrait faire partie d'une espèce d'hygiène de vie par rapport à nos vies modernes. Donc, je crois que la méditation, c'est vraiment très intéressant. Ça permet au cerveau de ralentir, d'être dans ce que les neuroscientifiques qualifient de zone alpha. Donc, dans la zone alpha, eh bien, le cerveau ralentit et on a accès plus facilement à nos ressources. On est beaucoup plus équanime. Et donc, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Donc, oui, je ne pense que du bien de la méditation. Et je suis intimement persuadé que des techniques comme la méditation, mais la cohérence cardiaque, mais
certaines formes de respiration. Moi, chaque matin, dans la période du confinement, en ligne, je suis un cours de respiration dit Wim Hof. Eh bien, je suis persuadé que toutes ces approches, progressivement, de plus en plus de gens vont les intégrer dans leur vie et que dans, allez, 5-10 ans maximum, ne pas avoir ce type de pratique comme la méditation, ce sera aussi surprenant qu'aujourd'hui ne pas se brosser les dents. Donc, je crois que dans le futur, eh bien, alors le chant, oui, oui, bien sûr, si c'est quelque chose qui est important pour nous, mais j'ai une voisine là où je suis qui chante dans une chorale et je m'aperçois combien ça lui fait du bien, combien ça la met en énergie haute. Et d'une certaine façon, tout ce qui est dans le champ de nos passions, c'est extrêmement important. Et là, on voit bien que on a méditation, chant, autre chose, on a un vrai travail à faire. Eh bien, c'est le chant impose la respiration, absolument. On a un vrai travail à faire qui est de nous positionner par rapport à ce qui est important pour nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet d'avoir accès à toute notre compétence et de faire attention que ce ne soit pas toujours ces pratiques-là, les sacrifier parce qu'il y a des urgences, il y a tout un ensemble de choses. Donc, Wade, ça, ça fait aussi partie de l'hygiène de vie, d'une certaine façon, que de trouver le juste équilibre entre nos différentes catégories de vie, entre nos différentes activités, pour que des choses comme la méditation, le chant ou autre chose, eh bien, ne soient pas sacrifiées, parce que ça renforce notre efficacité. Non seulement ça nous fait du bien, mais en plus, on est beaucoup plus efficace quand on arrive à mettre en place dans notre vie des choses qui nous tirent par le haut. Donc, c'est vraiment essentiel. J'observe que je ne vois pas beaucoup d'hommes se prononcer sur le chat, donc je tiens à le dire. Il n'y a pas que des femmes dans Comment? Vous les challengez, là? Les challenges, exactement. C'est un truc qui me frappe depuis le début. Voilà, donc pourrez-vous écrire votre type de coaching et votre cours de respiration? Merci. Ah ben, le type de coaching, moi, je pratique le coaching sain, hein, donc je vais en parler au moment de l'expérimentation. Et le cours de respiration, malheureusement, il se termine dimanche. Donc, ça a été pendant toute la période. Merci Rémi. Donc, un homme s'exprime. Ça a été pendant toute la période du confinement. Donc, moi, j'ai fait ça chaque matin. C'était de 9h à 10h. Voilà. Et alors, par rapport à ce que je vous disais juste avant, ben, vous voyez, j'aurais pu être tenté de temps en temps, quand on me disait de démarrer un webinaire plus tôt, etc., et bien de dire, bon, OK, pour une fois. Non, j'ai toujours sécurisé ce temps-là, donc de respiration entre 9h et 9h45, en gros, parce que j'ai toujours pensé que c'était extrêmement important de le faire et qu'il fallait une certaine régularité, sinon ça ne produirait aucun effet. Et du coup, ça m'oblige de me positionner. Parce que vous imaginez bien qu'il y a des sollicitations pour démarrer plus tôt, etc. Mais c'est le cas de tout le monde. Et du coup, je crois que c'est très important. C'est marrant, ce nom Rémi Issel me dit quelque chose, mais peut-être ça m'arrive assez souvent. Je fais à nouveau une confusion. Alors, Patrick, vous nous avez parlé d'une expérimentation. Est-ce qu'on pouvez nous expliquer en quoi elle consiste? Alors, l'expérimentation, ça va consister à vous proposer un outil, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'outil 3 colonnes. Et l'outil 3 colonnes, c'est vraiment quelque chose par rapport aux questions qu'on a pu avoir sur la confiance en soi, mais aussi sur les émotions, eh bien, qui est très utile parce qu'il nous entraîne à être dans un état intérieur. L'état intérieur, c'est pensée, émotion en lien avec nos croyances, d'être dans un état intérieur vraiment favorable. Alors, avant de vous décrire cet outil, vous en parler, je vous encourage tout de suite, parce que vous allez en avoir besoin, à chercher tout le monde 2 moments de réussite. Donc, cherchez dans votre passé, parce qu'on va en avoir besoin. Pour le moment, c'est peut-être un peu flou pour vous, pourquoi je vous demande ça, mais vous allez très vite comprendre. Eh bien, cherchez 2 moments de réussite, c'est-à-dire 2 moments, pardon, où vous avez vraiment réussi quelque chose qui a pu susciter en vous une légitime fierté. Donc, voilà, pensez, ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, par rapport à vos passions, ça peut être dans récent, ça peut être quand vous étiez enfant, ça peut être une réussite à un examen, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être une prise de parole en public,
ça peut être un exploit sportif à vos yeux, ça peut être que vous avez osé vous exprimer par rapport à celle ou celui qui allait devenir votre conjoint, donc vous avez pris votre courage à la main. Enfin, prenez vraiment ce que vous voulez, où vous avez été capable de rester dans un état intérieur positif à un moment donné où c'était compliqué. Donc voilà, cherchez dans votre vie ce que vous voulez, mais vraiment deux grands moments de réussite. Et puis cherchez aussi tous deux choses que vous avez dans le présent, aujourd'hui, 6 mai à 11h21, deux choses que vous avez qui génèrent de la satisfaction, matérielle ou immatérielle. Donc, vous voyez, ça peut être votre travail, ça peut être, voilà, un exemple de rime, soutenir ma thèse de doctorat, parfait, bien évidemment. Eh bien, quelque chose que vous avez dans le présent déjà qui génère de la satisfaction. Donc, ça peut être votre travail, ça peut être vos compétences, ça peut être votre ténacité, ça peut être votre optimisme, ça peut être vos relations, ça peut être votre appartement, ça peut être votre maison, mais vous voyez, deux choses, matérielles ou immatérielles, qui génèrent de la satisfaction. Et puis, troisième chose dont vous allez avoir besoin, c'est de réfléchir à un objectif qui vous tient à cœur, mais pas un objectif à trop long terme, un objectif plutôt sur une durée, vous voyez, de 6 mois à 1 an. Donc, un objectif voilà, qui est important pour vous, à échelle de 6 mois, 1 an, et que vraiment vous aimeriez réussir et vous vous dites oui, sur 6 mois, 1 an, c'est vraiment pas facile, mais c'est possible pour moi de l'atteindre. Voilà, donc ça, vous en aurez besoin. Alors, cet outil que je vais vous présenter, ça s'appelle l'outil 3 colonnes. Donc, moi, c'est un outil que je trouve extrêmement intéressant, donc issu du coaching SANE. Alors, une personne me demandait comment ça s'écrit SANE, c'est S-A-N-E, système d'alignement neuro-émotionnel. Pour le moment, je ne prends pas trop de temps de décrire ce qu'est le coaching SANE. Pour moi, je pense vraiment que c'est le coaching de demain, enfin, ou d'autres coachings de ce type-là, mais je crois vraiment que ça correspond à une réinvention, voilà, puisque j'ai utilisé ce terme-là au début, une réinvention profonde du coaching. Et du coup, je crois beaucoup à ce coaching-là. Moi, ça fait 20 ans que je fais du coaching, et donc il y a 5 ans, je me suis relancé dans un parcours très approfondi avec ces techniques de coaching. Et je trouve que c'est vraiment un mode de coaching qui aide les personnes à transformer leur vie. Puis en plus, c'est un coaching holistique, donc on travaille sur toutes les catégories de vie. Et voilà. Et donc, dans ce coaching SANE, élaboré par Magnézam, je veux quand même lui rendre hommage parce que c'est vraiment fantastique ce qu'il a élaboré, pardon. Et donc, on a différents outils comme le muscle du bien-être, comme la boucle quantique, comme le SANE Magic Present, etc. Et un autre outil, c'est les 3 colonnes. Et les 3 colonnes, ça s'appelle ainsi parce qu'on passe en revue la colonne du passé, la colonne du présent, la colonne du futur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Les pessimistes, je schématise et je prends vraiment les extrêmes, j'en ai conscience. Les pessimistes, quand ils pensent, exactement, bravo, c'est comme ça que ça s'écrit. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais c'est exactement comme ça. C'est un sigle. Et les pessimistes, quand ils pensent au passé, ils pensent à ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, ils génèrent automatiquement des émotions du type de la tristesse ou alors un manque de confiance. Dans le présent, ils pensent à ce qui ne fonctionne pas, à ce qu'ils n'ont pas, plutôt qu'à ce qu'ils ont. Et du coup, ils génèrent automatiquement des émotions de frustration, de colère. On retrouve la colère quand on n'est pas satisfait d'une situation, on ressent de la colère et de l'ingratitude même. Et dans le futur, les pessimistes regardent plutôt ce qu'ils craignent que ce qu'ils désirent. Et du coup, ça génère automatiquement de l'anxiété. Si vous voulez développer votre anxiété, je ne vous le conseille pas, mais c'est très facile, c'est de tout le temps penser à ce que vous craignez dans le futur. À l'inverse, et c'est tout l'enjeu de cet outil 3 colonnes, l'optimisme consiste à penser à ce qui a fonctionné dans notre passé. En priorité, ce n'est pas à mettre la tête dans le sable comme une autruche, on voit les deux, mais je me focalise, je mets mon énergie, je communique en priorité sur ce qui a fonctionné dans le passé. Et du coup, là, ça génère automatiquement de la fierté, ça génère automatiquement de la confiance. Dans le présent, je me focalise surtout sur ce que j'ai plutôt que sur ce que je n'ai pas. Et là, du coup, ça génère de la satisfaction. Ça peut même aller jusqu'à générer de la gratitude puisqu'on se focalise sur ce que l'on a. Et dans le futur, eh bien, j'oriente mes pensées vers ce que je désire plutôt que ce que je ne désire pas.
Et là, du coup, c'est de l'enthousiasme, de l'excitation que je génère. Donc, vous voyez que déjà, rien que comprendre cela et d'être vigilant à dans quel sens vont nos pensées, ça nous aide à générer des pensées et dans la foulée des émotions qui sont favorables pour nous. Mais il ne suffit pas de l'avoir compris, entendu une fois pour que ça fonctionne. D'où l'importance d'avoir des outils d'auto-coaching comme cet outil des 3 colonnes. Donc, du coup, maintenant, eh bien, je vais vous le faire vivre en direct pour que vous ayez une première expérience. Alors, ceux qui ont envie, parce que ça les intéresse, de garder une trace, je vous encourage, si vous avez un téléphone portable à proximité de vous, eh bien, de le mettre en mode enregistrement. Comme ça vous permettra de conserver une trace, un enregistrement de la séquence qu'on va faire maintenant, et ça pourra vous être utile si vous avez envie de le refaire, parce que c'est avec l'entraînement que vous pourrez développer votre optimisme avec cet outil et votre niveau de confiance en vous. Alors, je rappelle juste que le webinaire est enregistré, donc il y aura toujours la possibilité de récupérer prochainement les vidéos donc, et la partie séquence expérimentation. Merci. Voilà. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent effectivement enregistrer cette séquence pour ceux qui sont avec leur smartphone. Mais effectivement, très bonne idée de préciser cela. Voilà. Et alors, dites-vous que voilà, c'est des outils qui sont utilisés, par exemple, par les sportifs de haut niveau, parce que voilà, c'est un outil qui aide vraiment à se préparer à des moments où il y a des enjeux très très forts. Alors, voilà, on va tout de suite passer à l'expérimentation. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de bien vous installer sur votre chaise. A priori, tout le monde est assis, et de fermer les yeux. Alors, je sais que ça peut être pour certains déjà un vrai challenge que de fermer les yeux, mais donc, essayez autant que faire se peut de fermer les yeux. Sentez le poids de votre corps sur votre chaise, et puis peut-être commencer à vous connecter à vous-même en vous connectant à votre respiration. Et du coup, je vous propose de prendre une grande inspiration par le nez. Et j'expire. Une grande inspiration par le nez. Et j'expire. Et là, je vous propose de penser à un grand moment de réussite pour vous. Donc, comme je vous ai proposé d'y réfléchir, vous allez tous avoir en mémoire un grand moment de réussite. Et agrandissez l'image de vous en train de réussir cette chose-là. Illuminez-la, rapprochez-la de vous. Et replongez dans la scène en mettant votre attention sur les sons, les bruits, ce que vous touchiez, ce qui vous touchait, ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous-même, votre dialogue à l'intérieur de vous-même, ce que vous disiez aux autres, et retrouvez la même posture physique, comment vous teniez, la même respiration et la même énergie de réussite que dans ce moment-là. Et faites monter en vous ce sentiment de réussite, de fierté, de satisfaction. Faites-le monter de plus en plus, comme si vous reviviez dans le présent ce grand moment de réussite pour réactiver toutes les connexions synaptiques, toutes les émotions positives de ce grand moment de réussite. Et maintenant, allez me chercher un deuxième grand moment de réussite. Et pareil, agrandissez l'image, illuminez-la, rapprochez-la de vous. Mettez votre attention sur les sons, les bruits, les odeurs, ce que vous sentiez, ce que vous touchiez, ce qui vous touchait, ce que vous vous disiez à l'intérieur de vous-même, ce que vous disiez aux autres. Retrouvez la même posture physique, la même respiration, la même énergie. Faites monter de plus en plus cette sensation de réussite dans tout votre corps, dans tout votre être, dans votre système nerveux. Et maintenant, on passe à la colonne du présent. Allez me chercher une chose que vous avez, matérielle ou immatérielle, dans le présent, qui génère de la satisfaction. Et pareil, vous avez l'habitude maintenant. Agrandissez l'image, illuminez-la, rapprochez-la de vous. Connectez-vous à cette chose que vous avez. Mettez votre attention sur les sons, les bruits, ce que vous ressentez, votre dialogue à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous dites aux autres? Et retrouvez la même posture, la même respiration, la même énergie générée
par cette chose que vous avez déjà dans votre vie. Et allez me chercher une deuxième chose que vous avez déjà dans le présent. Et pareil, reconnectez-vous à cette chose, matérielle ou immatérielle, et agrandissez l'image, illuminez-la, rapprochez-la de vous. Mettez votre attention sur les sons, les bruits, ce que vous ressentez, ce que vous touchez, ce qui vous touche, ce que vous dites aux autres. Retrouvez la même posture, même respiration, même énergie déclenchée par cette chose que vous avez dans le présent. Et maintenant, pensez à votre objectif et projetez-vous dans un futur où vous avez déjà atteint votre objectif. Imaginez le film de vous en train de réussir ce que vous désirez. Et connectez avec les pensées, les émotions, votre ressenti, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même, comment votre corps se comporte dans le futur, au moment où vous arrivez à réussir ce qui vous tient à cœur. Et cherchez quelle est l'émotion la plus forte que vous ressentez dans le futur en réussissant ce challenge. Et cette émotion, téléchargez-la du futur et ressentez-la dans le présent. Là, maintenant, dans le présent, tout de suite, ressentez cette émotion. Et retournez dans le futur et cherchez les pensées, ce que se dit le vous du futur qui a déjà atteint son résultat. C'est quoi ces pensées? Qu'est-ce qu'il pense de lui-même? Qu'est-ce qu'il pense de la vie d'une façon générale? Et pareil, ces pensées, rapatriez-la dans le vous du présent et pensez-les dans le présent. Et maintenant, téléchargez toutes les compétences, les qualités, les pensées, les émotions de vous du futur qui a déjà atteint ce qu'il désire et téléchargez-les dans le vous du présent et sentez-vous comme le vous du futur qui a réussi ce qui lui tient à cœur. Et maintenant, prenez le temps de désirer ce que vous voulez réussir, de faire monter le désir, d'avoir un désir de plus en plus intense pour arriver à 10 sur 10 de désir d'atteindre ce que vous voulez et avec la sensation que c'est déjà fait. C'est déjà fait, rien ne peut vous empêcher de réussir cela. Et progressivement, revenez dans l'instant présent, dans l'endroit où vous êtes, et quand ce sera le bon moment pour vous, sans vous précipiter, vous pourrez réouvrir les yeux. Donc voilà un outil moi, que j'aime beaucoup, que j'utilise tous les jours, qui s'appelle l'outil 3 colonnes et qui est extrêmement précieux pour soutenir un état intérieur positif, soutenir des émotions positives. Et alors, je ne sais pas, pour les uns les autres qui découvraient ça pour la première fois, peut-être ça peut être difficile, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'à force de vous entraîner, eh bien, vous verrez que vous arriverez de plus en plus à générer des états intérieurs extrêmement positifs. Pardon. Je dis beaucoup parce que j'étais en même temps en train de lire le message de Morgane que je remercie. Merci beaucoup pour cette expérimentation. Donc voilà un outil qui est précieux, mais cet outil, comme tout outil, n'est utile que si on l'utilise. Donc vraiment, je vous encourage à mettre de l'importance, à mettre de la valeur sur ce type d'outil parce que ça peut vraiment vous transformer jour après jour si vous prenez l'habitude de le faire. Quand j'accompagne des gens en coaching, surtout au début, eh bien, je les encourage à le faire matin, midi et soir. Alors, évidemment, les gens qui sont en coaching, c'est des gens qui sont engagés sur une transformation pendant 6 mois, 1 an grand maximum. Eh bien, ils veulent vraiment changer leur état intérieur, ils veulent changer. Voilà, il faut le faire avec le mari, effectivement, et le conjoint, Nathalie. Et voilà, c'est vraiment des outils qui sont très, très importants et par la répétition, c'est quelque chose de très utile. Alors tiens, j'en profite puisque je vois Nathalie qui met, je vais le faire profiter je vais en faire profiter à mon mari. Eh bien, sachez qu'à partir de ce dimanche, 10 mai, je crois qu'on est le 10 mai, tous les dimanches,
de mois de mai et du mois de juin, je vais mettre en place gratuitement des séances de coaching collectif. Donc, il vous suffira de vous connecter avec un lien Zoom sur ces séances de coaching. Donc, je pourrai accueillir une centaine de personnes. Ça durera 1 heure. Et l'idée, ce sera justement de mettre en place des moments pour permettre aux gens qui seront présents de s'entraîner avec des outils de ce type, hein, les 3 colonnes, le muscle du bien-être, la boucle quantique, etc., pour que voilà, vous puissiez profiter de vos dimanches soirs. Hein, ce sera de 20h à 21h. Ça commence ce dimanche, hein, encore une fois. Et je pense que ce sera vraiment quelque chose d'utile. En tout cas, moi, je fais ça. Je me suis demandé, ben voilà, qu'est-ce que je peux offrir en ce moment aux personnes qui peuvent vraiment les aider à accélérer leur transformation. Et bien voilà, donc ce sera tous les dimanches du mois de mai, du mois de juin, jusqu'au dernier dimanche du mois de juin. Donc, je vous encourage à y aller, partager là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui fera beaucoup de bien et qui sera vraiment voilà, une opportunité. Alors Patrick, merci pour cette expérimentation. Donc vous nous avez montré comment voilà, se réinventer pour se préparer à un futur. Vous nous avez montré quelques outils pour nous aider à accroître notre résilience. Nous venons de faire une expérimentation avec l'outil 3 colonnes et vous nous faites part d'une proposition de coaching collective. Mais est-ce qu'il y a d'autres regards ou d'autres postures que vous pourrez adopter pour pouvoir se préparer à un futur enthousiasmant? Alors, juste avant d'y répondre, Isabelle, est-ce que si, parce que je suis en train de me dire, c'est bien beau, je vous parle de ça, mais je ne vous ai pas envoyé le lien. Est-ce que si je vous donne un document, vous avez la possibilité avec le lien, vous avez la possibilité de le transmettre à tous les gens qui sont là aujourd'hui ou pas? Déjà, via le chat, hein, éventuellement, c'est possible de copier-coller le lien dans le chat. Je le mets tout de suite et les dans gens le chat. pourront le récupérer. Voilà, ça va être le plus simple. Pardonnez-moi, je prends un tout petit temps, tac, mais ça va aller vite, comme ça, tout le monde l'aura. Parce après, comme je vais pouvoir aussi avoir la possibilité de récupérer les noms et les prénoms et les adresses électroniques des personnes qui ont suivi le webinaire ainsi que leur évaluation via le document Google Form, je pourrais aussi éventuellement récupérer les adresses et à ce moment-là renvoyer le lien Zoom en plus du lien que vous auriez pu mettre dans le chat. C'est une autre possibilité également pour rediffuser cette offre. Ah, alors attendez, il y a quelque chose de bizarre là, pour une raison que j'ignore. Il me l'a envoyé en privé. Alors, ah oui, c'est parce que j'ai reçu un message privé de Séverine. Alors pardon hein, de dire ça, Séverine, mais il n'y a rien mais du coup. Il faut l'envoyer à tout le monde, du coup. Voilà, je ne sais pas pourquoi par défaut il m'a fait ça, mais ça y est, là normalement vous devez le voir si tout va bien. Tout à fait. Alors oui, donc je réponds maintenant, Isabelle, à votre question concernant la posture qu'on peut mettre en place. Et donc l'idée de cette posture, c'est de récupérer tout son pouvoir sur sa vie professionnelle, mais sur sa vie d'une façon plus générale. Troisième sion, c'est, on va encore un petit peu plus loin, c'est l'appréciation. C'est donc non seulement j'accepte ce que je vis, mais même je vais jusqu'à apprécier ce que je vis. Il y a une démarche en lien avec la psychologie positive qui s'appelle l'appreciative inquiry, qui justement consiste à apprécier ce que l'on vit, les gens avec qui on travaille, parce que ça nous donne une capacité à agir beaucoup plus importante. Quatrième sion, la relation. Et là, l'idée de la relation, eh bien, c'est de s'entourer des bonnes personnes pour avoir des gens dans notre vie qui croient en nous, qui nous soutiennent. Peut-être même des gens qui nous challengent. Vous voyez, c'est très important d'avoir des gens qui applaudissent toujours à ce que l'on fait. Et ça, c'est super. Qui en tout cas soient bienveillants avec nous. Mais c'est même aussi important d'avoir des gens qui nous challengent en nous amenant à aller un petit peu plus loin par rapport à l'endroit où on est à un moment donné. Donc là, l'idée, eh bien, c'est vraiment d'être entouré par des gens qui soient à la fois bienveillantes et qui nous aident, nous soutiennent
dans notre évolution. Cinquième sion, si je compte bien, eh bien, c'est la projection dans le futur. Et donc là, l'idée de la projection dans le futur, eh bien, c'est de prendre le temps de définir, eh bien, c'est quoi le futur auquel on aspire? C'est quoi notre vision désirable? Il y a une chercheuse polonaise dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait un travail très intéressant et qui, à un moment donné, nous dit quelque chose qu'on sait tous d'une certaine façon. Et elle nous dit, ben voilà, par rapport à notre travail, il y a trois façons de le considérer. Une première façon, c'est de le considérer comme un gagne-pain. C'est-à-dire de considérer que si je travaille, c'est pour payer mes factures. Et du coup, il n'y a pas lieu de culpabiliser ni de juger cette façon de considérer le travail. Mais on sent que, vous savez, l'étymologie du terme travail, trépalium, l'instrument de torture, eh bien, on se rend bien compte que cette conception du travail nous rapproche de la vision. Le travail, c'est quelque chose de pénible, c'est quelque chose, on est obligé d'en passer par là, mais ce n'est pas très enthousiasmant d'une certaine façon. Et encore une fois, il ne s'agit pas de se culpabiliser ni de juger. Là aussi, toute notre éducation, nos conditionnements nous amènent plutôt à considérer le travail comme un gagne-pain. Souvent, beaucoup de parents, mais pas par malveillance, ont pu décourager leurs enfants d'aller dans une certaine route parce qu'ils pensent bien faire en leur disant « mais tu ne te rends pas compte, tu ne pourras jamais en vivre ». Et du coup, évidemment, ça ramène les enfants à faire des choix de ce type. Et nous avons pu faire des choix de ce type qui peuvent faire qu'on voit le travail avant tout comme un gagne-pain. Deuxième façon de l'envisager, c'est d'envisager son travail comme une carrière. Et là, du coup, ce qu'on recherche, c'est plutôt des avantages matériels et immatériels. Matériel, un salaire, une voiture de fonction, je ne sais pas quoi, moi, un iPhone de fonction, un appartement de fonction. Et puis matériel, c'est-à-dire un certain statut, une certaine reconnaissance. Et là encore, il n'y a pas lieu de critiquer ni quoi que ce soit. Hein. C'est souvent la conséquence logique des conditionnements qu'on a eus. Et puis, troisième façon, c'est la vocation. Et l'idée de la vocation, c'est l'idée de dire que je me connecte à ce que j'ai vraiment envie de faire, à ce que j'ai vraiment envie d'apporter. D'ailleurs, il y a un lien entre vocation et zone de contribution maximale. Ne croyez pas que la vocation, c'est quelque chose d'égoïste. Au contraire, plus on va dans la vocation, plus on se rapproche de la zone de contribution maximale. Et là, du coup, ça devient extrêmement intéressant. Alors, je vous encourage vraiment à prendre le temps de définir qui vous êtes, ce que vous avez envie d'apporter et de définir votre vision. Il y a un ouvrage qui s'appelle Petit manuel d'anti-survie, oser passer du rêve à la réalité, qui est beaucoup centré sur cette question de comment on élabore sa vision et qu'est-ce que ça apporte. Et voilà, je propose un certain nombre d'outils, et notamment comme outil, les questions. Et je ne vais pas toutes vous les lire, mais voyez, par exemple, des questions comme si vous gagnez le gros lot à la loterie, à quoi passeriez-vous votre temps? Ça vous aide à définir quelle est votre vision. Ou alors, au moment de votre dernier soupir, qu'est-ce que vous aimeriez avoir réussi? Pour moi, ce n'est pas du tout macabre de se poser cette question. C'est tout simplement d'aller, ça nous amène immédiatement à l'essentiel, de se dire, ben voilà, à la fin de ma vie, la fierté que je pourrais avoir, c'est d'avoir fait telle et telle chose. Et là, ça nous aide à définir vraiment notre vocation, parce que c'est un luxe énorme que de se rapprocher toujours plus de notre vocation. Sixième et avant-dernier sion, l'action. Donc, c'est l'idée de passer à l'action. Et ça, c'est vrai au niveau individuel comme au niveau collectif. J'ai énormément accompagné de démarches de co-construction de vision partagée. J'ai énormément accompagné de personnes à élaborer leur vision. Parfois, il y a un écueil qui est que les gens oublient de passer à l'action. Donc, l'étape de vision est extrêmement importante, mais après, il faut passer à l'action, c'est-à-dire qu'il faut commencer à mettre en place des actions. Et puis, le dernier sion de cette posture, c'est l'évolution, c'est-à-dire de se mettre en situation d'évoluer, de chercher en permanence à acquérir des nouvelles compétences, à acquérir de nouvelles connaissances et être dans l'évolution, parce que
c'est peut-être une des choses qui est le plus utile pour nous tous, d'être dans une trajectoire d'évolution. Et donc, je vais en rester là pour respecter ce qu'a dit Isabelle. Alors, je précise, là, je vois, pourriez-vous redonner les références, donc elle a été donnée. Je précise que je n'ai pas mis ce livre sur Amazon. Bon, voilà, c'est un choix que j'ai fait. Du coup, pour ceux qui pourraient être intéressés, j'ai récupéré tout le stock des livres qui restent. Et donc, ceux qui sont intéressés, il faut m'envoyer un mail et puis je vous envoie le livre. Hein. Donc, j'ai conscience que ce n'est pas la formule la plus légère, mais j'ai fait le choix de ne pas le mettre sur Amazon. Donc, je rends l'antenne pour respecter le timing que m'a proposé Isabelle. Alors, je vais regarder s'il y a quelques questions qui ont été posées. Vous avez encore la possibilité de poser des questions sur les différentes séquences. Hein. On a vu que vous nous proposiez de nous réinventer pour pouvoir nous préparer un futur. Vous nous avez montré comment faire pour accroître notre résilience. Vous nous avez fait expérimenter un outil des 3 colonnes. Et là, vous venez de nous parler des postures pour pouvoir récupérer un petit peu notre pouvoir sur les événements. Donc, je regarde un petit peu s'il y a des différentes questions. Je vois surtout qu'il y a des personnes qui sont pour le moment intéressées par l'ouvrage que vous proposez. Donc, on pourra, en même temps que je pourrais sans doute rediffuser le lien vers les coachings collectifs que vous nous proposez le dimanche, vous mettre effectivement le lien et puis peut-être faire remonter le lien avec les personnes qui sont intéressées par l'ouvrage. Est-ce que vous avez des questions? Il m'envoie un mail. Pardon? Il suffit qu'il m'envoie un mail donc à claudes.patrick@gmail.com et du coup, voilà, il n'y a aucun souci. Très bien. Voilà. Voilà. Je vois que votre adresse électronique, effectivement, a mis le lien, votre adresse électronique. Et je crois qu'il y a Sabine qui demande si vous pouvez récapituler assez rapidement les 7 postures que vous venez d'évoquer pour pouvoir récupérer son pouvoir. Les 7 pions, comme vous les avez nommés, Patrick. Alors, un, c'est la responsabilisation, donc de prendre l'entière responsabilité de tout ce que l'on vit. Et ça a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses parce qu'on gaspille beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à accuser notre environnement, le monde entier de ce que l'on vit, et ça ne nous est pas serviable, c'est même pas serviable pour notre environnement. Le deuxième pion, c'est l'acceptation, prendre l'habitude d'accepter tout ce qui nous arrive pour mieux pouvoir le changer éventuellement, mais ça commence par l'acceptation. 3, c'est l'appréciation, apprécier, donc on va encore plus loin, ce que l'on vit. Et là, vous voyez que la question du cadeau caché peut nous aider à apprécier tout ce que l'on vit. En se posant la question quel est le cadeau caché, du coup, on apprend de plus en plus rapidement, c'est un entraînement, à voir en quoi quelque chose qui a priori aurait pu être jugé par nous de négatif, eh bien, d'en découvrir le cadeau caché et ça aide à l'appréciation. 4, c'est relations, donc mettre en place des relations qui soient comme des soutiens, vraiment d'avoir autour de nous suffisamment de personnes qui non pas nous découragent d'aller vers ce qui nous tient à cœur, vers nos rêves, vers nos visions, vers nos objectifs, mais au contraire nous encouragent, nous donnent des ressources en nous disant, ben voilà, tu as envie de faire cela, moi je connais telle personne qui a fait quelque chose qui est proche de ce que tu désires mettre en place, je peux, si tu veux, te mettre en relation avec cette personne. 5e, c'est la projection. On pourrait d'ailleurs dire vocation aussi, hein, d'une certaine façon. Mais là, c'est l'idée donc de prendre le temps de se projeter dans le futur et de prendre le temps de dire qu'est-ce que je veux vivre dans le futur. Ce serait quoi mon plus beau futur? Et là, je vous encourage vraiment à le faire sans vous limiter. Mais au contraire, en vous disant vraiment, si je suis honnête avec moi, c'est de cela dont j'aurais envie. Parce que souvent on dit, ah ben oui, mais il faut être réaliste. Mais le réalisme, c'est justement d'écouter ce qu'on a envie de réussir et après de s'en donner moyen. Je ne peux pas vous nier que parfois ça peut nécessiter des vrais efforts, ça peut nécessiter un vrai engagement, mais c'est beaucoup plus réaliste de définir ce que vraiment on désire plutôt que de se dire, ah ben oui, mais il faut être réaliste. Parce que de réalisme en réalisme, on se coupe de sa créativité, on se coupe de son enfant intérieur, qui est l'endroit en nous où il y a ses rêves, où on a souvent eu beaucoup de rêves enfants.
hein. Et du coup, ben, c'est important de les raviver parce que c'est souvent là où on est dans notre zone d'excellence. Le sixième, hein, je pense que je dois être dans le sixième, là, c'est l'action. Parce qu'à un moment donné, ben, il faut agir. Et ça, c'est très important, donc de mettre en place des actions. Et puis, le septième, c'est l'évolution. Comment je peux me mettre en situation d'évoluer. Et hier, j'ai discuté avec la vice-présidente de l'Université Côte d'Azur, qui est chercheur en psychosociologie, si l'on veut. Eh bien, on était tombé d'accord pour dire que peut-être une des compétences majeures des personnes aujourd'hui, c'est cette capacité, on a beaucoup parlé de savoir-faire, on a beaucoup parlé de savoir-être, et bien là on parlait de savoir évoluer. Donc vous voyez, cette capacité à savoir évoluer, donc c'est cette mission, et bien c'est quelque chose de vraiment essentiel. Merci Patrick pour avoir récapitulé les 7 postures pour pouvoir récupérer son pouvoir. Donc, vous nous avez montré aujourd'hui comment développer notre résilience, comment il fallait faire pour nous réinventer et préparer un futur, et que du coup, ça passait aussi par avoir un petit peu un état d'esprit optimiste. Et demain, du coup, nous allons voir, à côté de ces différentes clés que vous venez d'évoquer, comment nous créer un bien-être important pour pouvoir développer un mental qui vienne en soutien des clés là, que vous venez d'évoquer pour se préparer un futur enthousiasmant. Donc, je vous rappelle que demain, le prochain webinaire qui fait un petit peu écho à ce que nous venons de voir ce matin aura lieu à 15h30 et vous aurez un autre lien sur lequel cliquer pour nous retrouver. Donc, je vous remercie tous d'avoir suivi ce premier webinaire proposé à la PFRH et je remercie également Patrick pour son intervention et vous tous pour avoir également posé des questions, participé à ce webinaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le lien vers le document Google Form pour mettre votre nom, votre prénom et également votre adresse électronique pour pouvoir éventuellement vous diffuser l'offre de coaching collectif et puis faire part de votre évaluation. Je vous remercie tous et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain 15h30 pour le second webinaire qui viendra compléter les propos de ce matin. Merci à tous. Merci Patrick. Merci, avec grand plaisir et bonne journée à tous. Puis j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes également demain. Je l'espère aussi. Merci à vous tous. À très bientôt.